Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir à notre nouveau rendez-vous hebdomadaire Click and Coffee. Depuis le début de la crise sanitaire, les enseignes de textile accusent le coup. Les exemples se multiplient, c'est Lio, Gap, qui disent André, La Halle, Orchestra. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Cohen, fondateur et associé de la banque d'affaires Wingate. Cette dernière a Bonjour. chapeauté les reprises des enseignes Naf et Camailleux. Stéphane Cohen, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ces deux rachats, Naf et Camailleux, sont symptomatiques de ce que vit actuellement le secteur du textile? Ah oui, le secteur du textile est en crise profonde et c'est pas le Covid qui a créé cette crise du Covid, enfin cette crise du textile plutôt. Le textile souffre de son modèle économique depuis maintenant quelques 10 ans. Le Covid n'a fait qu'accélérer effectivement une lente descente aux enfers du secteur du retail en fait et du retail dans le textile. Pourquoi? Parce que eh bien, pendant des années, ces entreprises qui ont notamment été capitalisées par des fonds d'investissement n'ont eu de cesse que de développer des magasins, des points de vente et de pousser des quantités produites auprès d'une clientèle qu'ils espéraient toujours grandissante. Et globalement, on s'est aperçu que, et c'est pas seulement le digital qui a créé le problème de l'inversion du modèle économique, on s'est aperçu que le digital a certes accéléré la connaissance des clientes, en tout cas dans leur choix non pas d'investissement, mais d'achat, dans leur politique d'achat. Mais globalement, en fait, ce qui s'est passé avec notamment l'arrivée des réseaux sociaux, c'est que c'est la cliente qui décide d'acheter et ce qu'elle a envie d'acheter. Donc on est sur un modèle économique qui était arrivé un peu en fin de cycle, où on considérait que en ouvrant des magasins et en poussant des produits fabriqués, les clientes allaient les acheter en fait. Et ce qui se passe depuis maintenant, un mouvement qui est arrivé depuis un peu moins de 10 ans, c'est qu'en fait les clientes aujourd'hui sélectionnent ce qu'elles ont envie d'acheter et ont une multiplicité aussi de choix. Et elles n'achètent pas forcément les produits que veulent leur imposer les retailers classiques. Voilà. Donc, ce modèle économique qui était un modèle économique de push, en fait, s'est transformé en modèle économique de pull, où c'est la cliente qui décide. Et comme on est globalement dans ces enseignes, on faisait fabriquer notamment en Asie, donc on était sur des lancements de collections très en amont de ce qu'on trouve dans les rayons. Donc, parce que effectivement, le temps de production en Asie fait que par exemple, sur l'hiver 2022, il va pas tarder à falloir commander l'hiver 2022 quand on produit en Asie. En fait, on s'aperçoit que si on a pris la décision d'aller vers une couleur ou d'aller vers un modèle aujourd'hui, alors que la cliente l'hiver 2022 aura vu sur les réseaux sociaux instantanément un produit, une couleur et un produit qui n'est pas du tout celui qui se trouve dans les rayons, alors il y a une désaffection des clientes sur le produit elle-même. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ont réussi, c'est ceux qui ont anticipé il y a longtemps ce phénomène de la cliente, en fait, reine des achats, en vérité. C'est, par exemple, les Espagnols d'Inditex ou les Suédois et Norvégiens H&M et autres, qui ont dit, en fait, on va faire du fast fashion. Le fast fashion, en fait, consiste à, en permanence, d'abord aller à produire en ce qu'on appelle le proche import, donc à avoir des réseaux de production relativement proches des lieux de commercialisation et avec effectivement un réassort permanent tous les 15 jours de produits qui sont les produits que les clients attendent. Et donc, ce modèle économique, nombre d'enseignes ne l'avaient pas intégré et se sont fait dépasser complètement par les enseignes comme Zara, Mango, Inditex, H&M et autres. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand on n'est pas rentré dans ce système du fast fashion, avec en plus globalement des opérations qui avaient été assez financiarisées au cours des 10 dernières années, c'est-à-dire quand je dis financiarisées, des opérations de capital transmission orchestrées avec beaucoup de dettes bancaires, on se retrouve à la fois avec
un business model qui n'est plus adapté, un modèle économique totalement en inadéquation avec la demande des clientes, et en même temps, je dirais, une dette qui est devenue insurmontable et ce qui crée effectivement les difficultés d'entreprise. Alors, si vous rajoutez à ça des magasins fermés, ben là, il n'y a plus de limite, quoi. Donc, c'est très symptomatique de ces enseignes. Aujourd'hui, dans les opérations que vous traitez, quels sont les profils des repreneurs? Alors, c'est une question très intéressante parce que, en fait, on s'est posé nous-mêmes cette question quand on a accompagné des groupes comme NafNaf. On s'est dit, en fait, quels sont les repreneurs ou quels sont les futurs investisseurs qui vont venir soutenir ces entreprises de retail prêt-à-porter féminin? Et en fait, la réponse a été un peu naturelle. On a de fait écarté tous les repreneurs investisseurs financiers qui avaient eu à connaître aussi des déboires avec leur investissement dans le secteur du retail, ça c'est numéro un, et qui ont donc déclassé définitivement l'investissement dans ces entreprises de retail. Et en fait, on a été chercher quoi? Eh bien, des adossements industriels, c'est-à-dire l'idée étant de faire reprendre ces entreprises, soit, je dirais, par des confrères, et là on parle de concentration horizontale, et on voit bien ce que fait le groupe Beaumanoir, par exemple, quand il achète là le vêtement, il était d'ailleurs candidat sur NafNaf, où là effectivement on a une concentration, et par l'effet de la synergie, des synergies plutôt liées aux achats, liées aux moyens, on arrive à retrouver des points de rentabilité. Soit c'est ce qu'on a construit avec NafNaf, une concentration horizontale, donc une intégration horizontale, où là, et c'est très intéressant justement pour le fast fashion, et d'ailleurs ce qui fait que New NafNaf, la nouvelle société qui a repris NafNaf, est très rentable. En fait, c'est justement l'alliance industrielle en fait entre le fabricant de prochains ports, en l'occurrence pour NafNaf, c'était un groupe qui s'appelle SY Corporate et qui a été qui a des unités de production en Tunisie, en Turquie, en Italie, en Pologne, donc relativement proche des lieux de distribution de NafNaf, qui est le territoire français, on va dire, et qui est très adapté justement au fast fashion. Et naturellement, aujourd'hui, les repreneurs, pour nous, ce sont des repreneurs industriels qui cherchent ou de la concentration horizontale ou de la concentration verticale pour gagner des points de marge, gagner en agilité. Camailleux, si on parle de Camailleux par exemple, là on est vraiment dans la concentration horizontale. On a un groupe qui s'appelle Financière Immobilière Bordelaise qui avait investi, je dirais, dans le retail, notamment au travers de l'acquisition de 22 Galeries Lafayette. Là, effectivement, Camailleux vient, je dirais, compléter une stratégie de synergie sur le métier de retailer, avec une marque complémentaire qui va venir effectivement se trouver boostée par les Galeries Lafayette. Et puis, je ne vais pas donner de nom, mais Financière Immobilière Bordelaise regarde aussi d'autres sujets dans le retail, parce qu'effectivement, tout l'intérêt se trouve aussi de mutualiser les moyens, que ce soit des moyens logistiques, des moyens humains, des moyens digitaux, quoi. Donc, au regard de la situation actuelle, entre guillemets, ces nouveaux business plans tiennent la route pour vous? Oui, ils tiennent la route parce que, encore une fois, ça permet de donner et de l'agilité, c'est le cas par exemple de l'intégration verticale, où ça permet effectivement de réduire les coûts et d'avoir une vraie stratégie de retail. Et ça permet aussi de gagner, il faut dire les choses, sur les achats, parce que plus on pèse lourd, plus on gagne sur les achats. Plus la taille est importante, plus on limite les coûts de structure. Ça nous permet effectivement aussi d'avoir une vraie stratégie digitale pour faire face effectivement à des majors comme Amazon par exemple, ou d'autres digitaux retailers. Et donc oui, clairement oui, on pense que nous sont des business models qui sont pérennes. Et Vous l'avez un lesquels peu qu'on a évoqué vus. Vous l'aviez évoqué, ces enseignes avaient une mauvaise santé, il y a eu les gilets jaunes, les manifestations pendant la réforme des retraites, la pandémie maintenant. C'était des arguments recevables, mais vous l'avez dit, ce ne sont pas les seuls, hein.
Non, je vais pas minimiser l'impact de ces crises profondes. Si on parle des gilets jaunes, évidemment que ça a très fragilisé le commerce dans sa globalité, y compris les grandes enseignes qui avaient tiré les leçons justement de l'inversion du modèle économique du retail, comme Inditex. On voit bien, mais Inditex ferme des enseignes comme Zara, voilà. Donc, mais globalement, ça n'est pas les seuls mots. C'est vrai que souvent on entend que c'est uniquement les gilets jaunes, la crise des retraites et maintenant le Covid qui a été le catalyseur de l'ensemble des problèmes du retail. En fait, il faut se rappeler qu'avant les gilets jaunes, le retail était déjà en souffrance et pour les raisons que j'ai évoquées. C'est pas, ça date pas d'hier. Quand on voit arriver en France des groupes comme Inditex ou H&M par exemple, et qui prennent des parts de marché très significatifs, c'est pas la raison ou Uniqlo. La raison elle est pas liée aux gilets jaunes, ni au Covid, ni à la crise des retraites. C'est ce que j'ai expliqué. C'est parce que eux-mêmes ont anticipé, je dirais, les demandes des clientes et qu'une cliente qui va regarder sur Instagram une blogueuse porter une jupe de couleur vert à pois noirs, mini jupe avec, je sais pas moi, un pull blanc, eh bien, elles veulent, et surtout c'est une blogueuse, elles veulent s'adapter à ça, elles veulent avoir le même produit. Et si on a anticipé une production avec de la jupe longue rouge un an avant parce qu'on le fait produire en Asie, alors on n'est pas adapté. Et ça, c'est pas la crise, c'est pas les gilets jaunes qui vont être l'origine de la désaffection de la cliente sur la jupe ronde, longue et rouge. Donc le problème majeur, il est que on est passé d'un monde, et ça c'est valable globalement dans tout, et c'est l'avènement quelque part de l'information digitale. On est passé d'un monde où la cliente en fait choisissait ce qu'elle trouvait dans les rayons. Et aujourd'hui, c'est la cliente qui veut acheter et qui a une décision. Elle va se rendre dans ce magasin parce qu'elle a vu sur Instagram que telle marque avait produit cette jupe. Alors, elle va se rendre dans le magasin qui a produit la jupe et elle achètera cette jupe qu'elle a envie d'acheter. Donc, c'est cette inversion du modèle économique et ce système push versus le système pull, globalement, a été certes catalytique, enfin, ça a été accéléré par les gilets jaunes et par le Covid et la crise des retraites, mais ça n'est pas l'unique problème. Maintenant, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se voiler la face. Des magasins fermés sont des magasins fermés et c'est une catastrophe pour le commerce. C'est une catastrophe pour tout le monde. Voilà. Justement, une question peut-être un peu provocatrice, mais est-ce que le magasin, d'après votre expérience et les rachats que vous avez opérés, a encore de l'avenir? Oui, moi je crois qu'il existe effectivement une vraie stratégie multicanale comme les clientes ou les clients sont multicanaux aujourd'hui. Il n'y a pas un client qui est un client uniquement digital, un client qui est uniquement physique. Aujourd'hui, on est rentré dans une ère de ce que j'appelle moi le figital. On a des clients qui en fait en permanence basculent d'un achat sur Internet à un achat en magasin, à un achat décidé par le digital et récupéré en magasin. Donc, moi, je pense qu'à l'inverse, effectivement, le commerce de proximité a toute sa place, effectivement, dans la connexion avec la cliente. Je pense que le magasin de proximité, enfin, c'est ce qu'on voit avec nos clients, doivent, je dirais, se servir des outils digitaux pour driver les clients et les clientes vers le magasin physique. Et moi, je crois beaucoup au web to store, donc ou au digital to store. Mais pour ça, effectivement, il faut qu'il y ait des magasins. Par contre, je ne crois plus à des magasins bondés de produits avec des mètres carrés de linéaire tel que ça a été le cas. Je crois plus à des magasins qui soient des magasins entre guillemets showroom, d'accord, qui soient des magasins où on va trouver, je dirais, des produits qu'on a été repérés ou qu'on a commandés sur Internet, où là on va faire du click and collect. Et ça existait avant le Covid, hein, le click and collect. C'est pas le gouvernement qui l'a inventé. Hein. Depuis longtemps, ça existe. En tout cas, vous pouvez faire du click and collect sur toutes les enseignes que j'ai citées auparavant. Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui, c'est intéressant, il y a une expérimentation qui a été faite par Luc Maury de NafNaf. Je parle de lui parce que c'est vrai que ce garçon m'a beaucoup passionné, me passionne encore. Il a fait une expérimentation d'un magasin très disruptif avec
avec un produit, une taille dans le magasin et des écrans tactiles pour pouvoir commander. Donc, les clientes allaient dans le magasin, elles voyaient le produit, elles le touchaient la matière et elles pouvaient cliquer, le commander depuis le magasin, le recevoir le soir même chez elles ou le lendemain matin. Ça, c'est intéressant. Ça, ce sont des initiatives qui sont intéressantes. En revanche, je ne crois plus, et d'ailleurs, on voit bien dans toutes les restructurations qu'on a opérées, je ne crois plus à des réseaux qui n'ont de cesse de faire croître leur présence géographique. Je crois qu'il existe effectivement un besoin de proximité, le besoin du dernier kilomètre peut-être de la cliente, mais je crois que la course au nombre de magasins est terminée pour moi. D'ailleurs, on le voit bien, que ce soit dans la FNAF ou Camailleux, eh bien, on a recentré notre stratégie sur un nombre de magasins inférieur de moins 30 à 40%. C'est pas pour supprimer de l'emploi, c'est parce qu'en fait, il y avait une surabondance de magasins, comme il y avait une surabondance de produits dans les magasins. C'est pareil, quand je parle de la surabondance de produits dans les magasins, c'est très important dans le modèle économique et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises ne peuvent plus supporter ça. Quand on met des quantités astronomiques de produits dans le magasin et que le magasin se retrouve avec un stock qui représente 70% du stock qu'elle avait produit, qu'elle se retrouve à devoir écouler dans le cadre de solde, voire pire, auprès de soldeurs, et quand je dis de soldeurs, c'est de bradeurs. Donc, quand on vend un produit qui est à perte, c'est juste improbable et c'est ce qui fait que ces entreprises-là ont perdu énormément d'argent, numéro un, et numéro deux, elles ont dû mobiliser énormément d'argent parce que dit stock dit d'avoir des fonds propres et des moyens financiers énormes pour pouvoir stocker. Donc, je pense que la course à la fois au nombre de magasins et aux quantités de pièces est terminée. Voilà. Une dernière question. Qu'est-ce que ça dit financièrement en termes de concentration du marché? Ça dit qu'aujourd'hui, globalement, et on le voit de plus en plus, ces entreprises-là doivent penser à ce phénomène de concentration. Certains, en tout cas, qui n'ont pas une taille critique, ne peuvent plus continuer à considérer que elles vont pouvoir exister encore toutes seules et que c'est pas à coup de petites restructurations qu'elles arriveront à sortir de ces difficultés qui sont profondes. Donc moi, je crois que c'est un secteur qui est au début de sa concentration. Il y a des acteurs solides qui commencent à se constituer. Il y a des groupes solides qui sont constitués. Il y a une attrition naturelle du marché. C'est terrible ce que je vais dire, mais c'est darwinien. Il y avait peut-être aussi trop de marques, trop d'enseignes. Et donc, ce que je pense de manière macroéconomique, c'est qu'on va avoir une correction du marché. À l'époque de l'immobilier, du exemple, une correction du marché qui est en train de s'opérer avec une concentration des acteurs où la taille et la significativité de la taille pour pouvoir continuer face avec des groupes qui sont déjà des mastodontes. Je parle d'Inditex souvent parce que c'est un groupe qui est un groupe mastodonte, qui a je ne sais combien d'enseignes, qui a plusieurs centaines, voire milliers de magasins dans le monde. Donc aujourd'hui, boxer dans la catégorie du retail, on ne peut plus le faire avec 5, 6, 10, 15, 20 magasins. Donc il faut avoir une taille significative avec une restructuration profonde, une réflexion profonde, une mutualisation des moyens, et c'est la seule façon de pouvoir s'en sortir. Merci beaucoup Stéphane Cohen d'avoir participé à ce Merci. rendez-vous. Je vous rappelle que vous pouvez aller piocher toutes les informations souhaitées sur notre plateforme, votre plateforme MyCDRC, avant de nous retrouver le 17 juin prochain au Palais Brognard pour notre première convention des réseaux commerciaux. À très bientôt. À bientôt.